Mais c'était il y a 5-6 ans. Ouais. Hein? Non, non, pas si parce qu'ils parlent pas. Je pense qu'ils vont parler. Moi, il faut que quelqu'un y parle, c'est bien. Moi, je sais pas. Ah oui, il peut, mais toi, on contribue. T'as pas mis voir l'enfant. C'est pas la main qui a fait le silence. Ouais. Je te laisse. Ah, mais je crois pas que ce soit. Ça, je pense pas. Oh, ça va parler. Oui, oui, oui. Pardon? Un petit bilan? Un petit bilan, comme je le craignais, les jeux étaient faits avant l'entrée dans l'hémicycle et que les propos des uns et des autres n'ont rien changé. Du Premier ministre, comme de tous ceux et toutes celles qui se sont exprimés, c'est dommageable. On voit bien qu'on est aussi trop souvent dans des postures, même si les décisions des uns et des autres ne sont pas simples, il faut en convenir. Je pense que la censure est certaine, que je le déplore. Hein, pour ma part, je crois que notre pays a besoin de stabilité. Quand bien même le gouvernement et Michel Barnier n'a pas mis toutes les chances de son côté, je pense que les négociations, trop souvent, se sont passées ailleurs et pas à l'Assemblée. L'Assemblée a été contournée bien souvent. J'ai entendu toutes les sensibilités ici se plaindre d'un manque de négociation. Il me semble que, même si je déplore la situation, il faut malheureusement se projeter. C'est le message que j'ai essayé de faire passer tout à l'heure dans l'hémicycle, puisque j'étais la dernière à m'exprimer, et que la situation est grave. Il ne faut pas que les gouvernements tombent les uns après les autres. On a donc une responsabilité. Je crois que l'Assemblée n'a pas été à la hauteur. Nous n'avons pas été à la hauteur ces derniers mois, alors que les comptes publics sont écarlates, alors que des Français sont dans la précarité, il y a un problème d'accès aux soins, que notre économie va mal, que les enjeux internationaux nécessitent qu'on soit fort en France, en Europe. Et face à cela, on s'est perdu dans des milliers d'amendements, on s'est dispersé ici, alors qu'il faut nous concentrer, bien au contraire, sur les mesures essentielles, majeures pour notre pays. J'espère, mais vous savez, quand je suis arrivée pour la première fois ici à l'Assemblée nationale, j'ai senti réellement le poids de la responsabilité sur mes épaules. Eh bien, davantage encore aujourd'hui, puisque
même si notre Constitution, on la découvre tous les jours, est bien faite quelque part et prévoit beaucoup d'outils pour permettre au pays de se doter d'un budget, il n'empêche qu'on rentre néanmoins dans l'inconnu. Et dans un moment d'instabilité internationale, européenne, de fragilité économique aussi. Donc on a besoin, je crois, d'un sursaut des Républicains. Il faut que l'ensemble des forces qui croient justement et qui portent notre République, donc je mets de côté l'extrême droite et l'extrême gauche, puisque les choses sont claires aujourd'hui. Les deux extrêmes recherchent uniquement la présidentielle anticipée et à fragiliser nos institutions et la République. Je pense qu'il est de notre responsabilité en tant que républicains, des socialistes, des sociodémocrates, des écologistes, des communistes, du centre bien entendu, jusqu'à la droite sociale et républicaine, eh bien, de nous réunir et de trouver les orientations dont nous avons absolument besoin et les mesures fortes pour porter des solutions que les Français attendent. Je vous remercie. C'est bon ? Nous avons assisté, je pense, au dernier discours de Michel Barnier en tant que... C'est bon ? Nous avons assisté, je pense, au dernier discours de Michel Barnier en tant que Premier ministre. Il nous a convaincus d'une chose, c'est son incapacité absolue et totale de comprendre les raisons de la censure. Depuis 90 jours, il a essentiellement, constamment le même discours. Parce qu'il pense que finalement la politique se résume à un art oratoire, que c'est parce qu'il répétera sans cesse et sans cesse des contre-vérités qu'elles deviendront vraies. Aujourd'hui, la politique qui est menée a un impact très concret sur la vie de personnes, de millions de Françaises. On a 55% des Français qui n'arrivent pas à assumer leurs dépenses courantes. Qu'est-ce qu'il faut de plus? On a 6% de déficit et on a 55% des Français qui n'arrivent plus à tenir les deux bouts. Cette politique n'est pas bonne et c'est pour ça qu'elle sera censurée. Et effectivement, je peux vous dire, Michel Barnier ne sera pas regretté. Par contre, c'est à nous de démontrer que nous pouvons faire autrement. Ce que je vous prédis, c'est qu'ils seront très nombreux à vouloir rejouer ce qu'il s'est joué cet été et ce qui nous a amené exactement dans le mur que nous connaissons. C'est-à-dire, s'écharper sur le qui avant de se dire qu'est-ce qu'on veut faire au service des Français. C'est ce que le groupe écologiste et social a posé. Nous voulons travailler sur la question de l'industrie et de l'interdiction des licenciements boursiers suite au PSE qui s'accumulent dans le pays. Nous voulons avancer sur la question de l'hôpital, de l'éducation, notamment en réduisant le nombre d'élèves par classe et par un plan de recrutement des professeurs. Nous voulons avancer sur la question de la police de proximité. Nous voulons arrêter les fake news en travaillant sur une loi concernant les médias. Je vous dis tout ça parce que je veux que nos collègues qui sont prêts à la discussion nous disent, pas en nous parlant d'accords tacticiens, mais en nous parlant sur le fond, qu'est-ce qu'ils acceptent et qu'est-ce qu'ils rejettent. Parce que le deuxième enseignement qu'on doit tirer, c'est qu'une coalition qui n'est qu'une addition d'intérêts sans ligne route claire n'est pas solide. À un moment, il faut que le prochain gouvernement soit solide, soit cohérent et soit solidaire. C'est pour ça qu'il nous faut une feuille de route écologiste et sociale et que le groupe écologiste et social la propose. Mais donc oui, ce qu'on dit, c'est ne rejouons pas le même scénario qu'en juillet. Et la dernière leçon que nous devons tirer de la période, c'est que cela se joue à l'Assemblée nationale. Il faut arrêter de penser qu'un gouvernement, quel qu'il soit, pourra tenir s'il méprise l'Assemblée nationale, s'il ne laisse pas les groupes entre eux construire des compromis solides. Donc oui, il faut une chose, c'est garantir d'arrêter d'utiliser le 49.3 et accepter que les discussions qui forment cette feuille de route gouvernementale aient lieu à partir des groupes de cette Assemblée. Alors nous l'avons dit, nous avons déposé une feuille de route avec des propositions. Ce sont des propositions de gauche et écologistes. Et après, c'est ce que nous mettons au débat. Et c'est pour ça que j'ai rappelé ces mesures. C'est parce que la question
Ce n'est pas qui on met autour de la table, c'est de quoi on va discuter. Pour nous, on va discuter de nos priorités pour le pays sur la question budgétaire. Est-ce que, par exemple, le dogme de Gabriel Attal, cette espèce d'obsession au zéro impôt qui nous a amenés dans un déficit désastreux, eh bien, ils le maintiennent. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y aura pas de budget solide pour la France s'il n'y a pas de nouvelles recettes. Et donc voilà, notre question depuis ce matin, nous le disons, c'est quel est le contenu qu'on doit donner à la politique de l'après-Barnier. Pour nous, c'est clairement un contenu écologiste et de gauche. Merci. Merci. Ça va pour vous? Enfin, le gouvernement Barnier est tombé, ainsi que son budget violent. Nous savions depuis le premier jour de ce gouvernement que ce gouvernement allait tomber pour une raison toute simple. Il était une provocation au vote des Français et des Françaises fait le 7 juillet. Censurer Barnier, c'est respecter le vote des Français, c'est respecter la souveraineté du peuple. Et c'est par notre motion, déposée par la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, que ce gouvernement a été renversé. Pas par celle du Rassemblement national qui, comme d'habitude, n'a servi absolument à rien, si ce n'est à nous faire perdre 2 mois, puisque nous avions présenté dès le départ, lorsque ce gouvernement illégitime avait été présenté, une motion de censure en octobre que le Rassemblement national avait refusé de voter, et il avait même voté contre la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui est un jour historique. Pour la seconde fois dans la Ve République et pour la première fois depuis 62 années, un gouvernement est renversé. Nous avons donc en quelques mois le premier président de la République visé par une procédure de destitution de l'histoire de la Ve République et le gouvernement Barnier le plus éphémère de toute l'histoire de cette Ve République. Aujourd'hui est un jour historique qui porte un signal puissant pour l'ensemble du pays. Et ce signal est le suivant. Le seul souverain en République et en démocratie, c'est le peuple. Le seul souverain, c'est ce peuple qui, à tout moment, peut décider que nous pouvons changer le cours de l'histoire. Alors, le gouvernement Barnier a tenté d'échapper à la censure en choisissant le déshonneur. Il aura eu et le déshonneur et la censure. Aucun mensonge n'est venu à bout de cette censure, notamment pour nous expliquer qu'après cette censure, il y aurait un hiver nucléaire qui s'abattrait sur la France, une pluie de sauterelles, des rivières de sang. Non, ce n'est pas vrai qu'au 1er janvier, les cartes vitales s'arrêteront. Oui, il est vrai qu'avec ce budget que nous avons fait tomber, les pensions des retraités seront indexées immédiatement au 1er janvier. Oui, il est vrai, et nous l'avons démontré dans le débat parlementaire, qu'un autre budget est possible. Et le chaos, ce n'est pas nous, c'est Emmanuel Macron qui, depuis 7 ans, a appauvri l'immense majorité sociale du pays, qui, depuis 7 ans, a détruit méthodiquement les services publics, notamment mis à terre l'éducation nationale et les hôpitaux, qui, depuis 7 ans, a mené à une saignée sociale que nous voyons actuellement avec un nombre record de plans de licenciement qui s'annoncent sur les salariés. La censure populaire, pas celle juste institutionnelle, arrive. Elle s'est exprimée hier avec les taxis, avec les agriculteurs, avec les gilets jaunes. Demain, avec l'ensemble des fonctionnaires des services publics, avec les enseignants qui seront dans la rue et nous serons à leur côté. Alors, aujourd'hui, par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue. Celle qui a été battue 3 fois dans le résultat des urnes. Celle qui s'obstine à vouloir faire payer au peuple et aux services publics la politique faite aux plus riches. Celle qui doit maintenant s'arrêter et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République, eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable. Ce sont 63% des Français qui pensent de même, puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi des personnalités comme Charles de Courson, comme Hervé Morin, comme Jean-François Copé, ou même le président de l'Association des maires de France, David Linard, qui pense lui aussi qu'il est inéluctable que le président s'en aille. Aujourd'hui, nous avons défendu la démocratie, celle qui a été bafouée en 2005, celle qui a été bafouée en 2023 lors de l'adoption par force
de la réforme de la retraite à 64 ans, celle bafouée en 2024 lors du non-respect du scrutin du 7 juillet dernier et des législatives anticipées. Nous sommes prêts à gouverner sur un programme de rupture. Emmanuel Macron doit s'en aller et nous voulons montrer à tout moment et nous démontrerons qu'un autre monde est toujours possible et que le seul souverain dans ce pays reste le peuple et lui seul. Nous avons toujours dit que nous soutenions Lucie Castet pour Matignon. Mais nous ne voulons pas faire semblant de ne pas voir que, par exemple, le Parti socialiste ne soutient plus Lucie Castet. Et je vais vous dire, nous sommes dans un tel moment. J'ai entendu notamment Emmanuel Macron qui disait qu'il voulait nommer un autre Premier ministre dans les 24 heures prochaines. Nous en sommes dans un tel moment de crise politique créée par le président de la République que je vais vous dire, il ne reste qu'une solution pour sortir de l'impasse. Et cette solution, ce sont des présidentielles anticipées pour que le peuple puisse redécider par les urnes du chemin qu'il veut faire prendre à notre destin commun. Merci à vous. Censurer Barnier, c'est respecter le vote des Français, c'est respecter la souveraineté du peuple. Et c'est par notre motion déposée par la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire que ce gouvernement a été renversé. Pas par celle du Rassemblement national qui, comme d'habitude, n'a servi absolument à rien, si ce n'est à nous faire perdre 2 mois, puisque nous avions présenté dès le départ, lorsque ce gouvernement illégitime avait été présenté, une motion de censure en octobre que le Rassemblement national avait refusé de voter et il avait même voté contre la destitution du président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui est un jour historique qui porte un signal puissant pour l'ensemble du pays. Et ce signal est le suivant. Le seul souverain en République et en démocratie, c'est le peuple. Le seul souverain, c'est ce peuple qui, à tout moment, peut décider que nous pouvons changer le cours de l'histoire. Alors, le gouvernement Barnier a tenté d'échapper à la censure en choisissant le déshonneur. Il aura eu et le déshonneur et la censure. Aucun mensonge n'est venu à bout de cette censure, notamment pour nous expliquer qu'après cette censure, il y aurait un hiver nucléaire qui s'abattrait sur la France, une pluie de sauterelles, des rivières de sang. Non, ce n'est pas vrai qu'au 1er janvier, les cartes vitales s'arrêteront. Oui, il est vrai qu'avec ce budget que nous avons fait tomber, les pensions des retraités seront indexées immédiatement au 1er janvier. Oui, il est vrai, et nous l'avons démontré dans le débat parlementaire, qu'un autre budget est possible. La censure populaire, pas celle juste institutionnelle, arrive. Elle s'est exprimée hier avec les taxis, avec les agriculteurs, avec les gilets jaunes. Demain, avec l'ensemble des fonctionnaires des services publics, avec les enseignants qui seront dans la rue et nous serons à leur côté. Alors, aujourd'hui, par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue. Celle qui a été battue 3 fois dans le résultat des urnes. Celle qui s'obstine à vouloir faire payer au peuple et aux services publics la politique faite aux plus riches. Celle qui doit maintenant s'arrêter et pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays, le président de la République, eh bien il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France Insoumise qui pense que c'est inéluctable, ce sont 63% des Français qui pensent de même puisque le gouvernement Barnier est tombé. C'est aussi des personnalités comme Charles de Courson, comme Hervé Morin, comme Jean-François Copé, ou même le président de l'Association des maires de France, David Linard, qui pense lui aussi qu'il est inéluctable que le président s'en aille. Aujourd'hui, nous avons défendu la démocratie, celle qui a été bafouée en 2005, celle qui a été bafouée en 2023 lors de l'adoption par force de la réforme de la retraite à 64 ans, celle bafouée en 2024 lors du non-respect du scrutin du 7 juillet dernier et des législatives anticipées. Nous sommes prêts à gouverner sur un programme de rupture. Avez-vous un candidat pour Matignon? Nous avons toujours dit que nous soutenions Lucie Castet pour Matignon. Mais nous ne voulons pas faire semblant de ne pas voir que, par exemple, le Parti socialiste ne soutient plus Lucie Castet. Et je vais vous dire, nous sommes dans un tel moment. J'ai entendu notamment Emmanuel Macron qui disait qu'il voulait nommer un autre Premier ministre dans les 24 heures prochaines. Nous en sommes dans un tel moment de crise politique créée par le président de la République que je vais vous dire, il ne reste qu'une solution pour sortir de l'impasse. Et cette solution, ce sont des présidentielles anticipées pour que le peuple puisse redécider par les urnes du chemin qu'il veut faire prendre à notre destin commun. Merci à vous.
Par là. On va de l'avant. Je vais faire le tour. Par renoncer à un de tour. Ah ouais. Dommageable, on voit bien qu'on est aussi trop souvent dans des postures, même si les décisions des uns et des autres ne sont pas simples, faut en convenir. Je pense que la situation est certaine. Je déplore, pour ma part, je crois que notre pays a besoin de stabilité. Quand bien même le gouvernement et Michel Barnier ont mis les choses de son côté, je pense que les négociations trop souvent se sont passées ailleurs à l'Assemblée. L'Assemblée a été retournée bien souvent. J'ai entendu toutes les sensibilités qui se plaindre d'un manque de négociation. Il me semble que si je déplore la situation, il faut malheureusement se projeter. C'est le message que j'ai essayé de faire passer tout à l'heure dans l'hémicycle, parce que j'étais la dernière à m'exprimer. Et que la situation est grave. Il ne faut pas que les gouvernements tombent les uns après les autres. On a donc une responsabilité. Je crois que l'Assemblée n'a pas été à la hauteur. Nous n'avons pas été à la hauteur ces derniers mois, alors que les comptes publics sont écarlates, alors que les Français sont dans la précarité, il y a un problème d'accès aux soins, que notre économie va mal, que les enjeux internationaux nécessitent qu'on soit fort en France, en Europe. Et face à cela, on s'est perdu dans des milliers d'amendements, on s'est dispersé ici, alors qu'il faut nous concentrer, bien au contraire, sur les mesures essentielles, majeures pour notre pays. J'espère, mais vous savez, je suis arrivée pour la première fois ici à l'Assemblée nationale, j'ai senti réellement le poids de la responsabilité sur mes épaules. Il y a un davantage encore aujourd'hui, puisque même si notre constitution, on la découvre tous les jours, est bien faite quelque part et prévoit beaucoup d'outils pour permettre au pays de se doter d'un budget, il n'empêche qu'on rentre néanmoins dans l'inconnu. Et dans un moment d'instabilité internationale, européenne, de fragilité économique. Donc on a besoin, je crois, d'un sursaut des Républicains. Il faut que l'ensemble des forces qui croient justement et qui portent notre République, je mets de côté l'extrême droite et l'extrême gauche, puisque les autres sont frères aujourd'hui. Les deux extrêmes recherchent uniquement la présidentielle anticipée et à fragiliser nos institutions et la République. En tant que républicains, des socialistes, des sociaux-démocrates, des écologistes, des communistes, du centre bien entendu, puisque la droite sociale et républicaine, eh bien, de nous réunir et de trouver les orientations dont nous avons absolument besoin et les mesures fortes pour porter des solutions que les Français attendent. Je vous remercie. Bon courage à vous. Merci. Nous avons assisté, je pense, au dernier discours de Michel Barnier. Ton truc est trop... Ah, c'est bon. Nous avons assisté, je pense, au dernier discours de Michel Barnier en tant que Premier ministre. Il nous a convaincus d'une chose, c'est son incapacité absolue et totale de comprendre les raisons de la censure. Depuis 90 jours, il a essentiellement, constamment le même discours. Parce qu'il pense que finalement la politique se résume à un art oratoire, que c'est parce qu'il répétera sans cesse et sans cesse des contre-vérités qu'elles deviendront vraies. Aujourd'hui, la politique qui est menée a un impact très concret sur la vie de personnes, de millions de Françaises. On a 55% des Français qui n'arrivent pas à assumer leurs dépenses courantes.
Qu'est-ce qu'il faut de plus? On a 6% de déficit et on a 55% des Français qui n'arrivent plus à tenir les deux bouts. Cette politique n'est pas bonne et c'est pour ça qu'elle sera censurée. Et effectivement, je peux vous dire que Michel Barnier ne sera pas regretté. Par contre, c'est à nous de démontrer que nous pouvons faire autrement. Ce que je vous prédis, c'est qu'ils seront très nombreux à vouloir rejouer ce qu'il s'est joué cet été et ce qui nous a amené exactement dans le mur que nous connaissons. C'est-à-dire, s'écharper sur le qui avant de se dire qu'est-ce qu'on veut faire au service des Français. C'est ce que le groupe écologiste et social a posé. Nous voulons travailler sur la question de l'industrie et de l'interdiction des licenciements boursiers suite au PSE qui s'accumule dans le pays. Nous voulons avancer sur la question de l'hôpital, de l'éducation, notamment en réduisant le nombre d'élèves par classe par un plan de recrutement des professeurs. Nous voulons avancer sur la question de la police de proximité. Nous voulons arrêter les fake news en travaillant sur une loi concernant les médias. Je vous dis tout ça parce que je veux que nos collègues qui sont prêts à la discussion nous disent, pas en nous parlant d'accords tacticiens, mais en nous parlant sur le fond, qu'est-ce qu'ils acceptent et qu'est-ce qu'ils rejettent. Parce que le deuxième enseignement qu'on doit tirer, c'est qu'une coalition qui n'est qu'une addition d'intérêts sans ligne claire n'est pas solide. À un moment, il faut que le prochain gouvernement soit solide, soit cohérent et soit solidaire. C'est pour ça qu'il nous faut une feuille de route écologiste et sociale et que le groupe écologiste et social la propose. Et donc oui, ce qu'on nous dit, c'est ne rejouons pas le même scénario qu'en juillet. Et la dernière leçon que nous devons tirer de la période, c'est que cela se joue à l'Assemblée nationale. Et il faut arrêter de penser qu'un gouvernement, quel qu'il soit, pourra tenir s'il méprise l'Assemblée nationale, s'il ne laisse pas les groupes entre eux construire des compromis solides. Donc oui, il faut une chose, c'est garantir d'arrêter d'utiliser le 49.3 et accepter que les discussions qui forment cette feuille de route gouvernementale aient lieu à partir des groupes de cette Assemblée. Alors nous l'avons dit, nous avons déposé une feuille de route avec des propositions. Ce sont des propositions de gauche et écologistes. Et après, c'est ce que nous mettons au débat. C'est pour ça que j'ai rappelé ces mesures. C'est parce que la question, c'est pas qui on doit faire, c'est de quoi on va discuter. Nous, on va discuter de nos priorités pour le pays sur la question budgétaire. Est-ce que, par exemple, le dogme de Gabriel Attal, cette espèce d'obsession du zéro impôt, nous a amené dans un déficit désastreux, eh bien, ils le maintiennent. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y aura pas de budget solide pour la France s'il n'y a pas de nouvelles recettes. Donc voilà, notre question ce matin, c'est quel est le contenu qu'on doit donner à la politique de l'après-Barnier. Pour nous, c'est clairement écologique. Merci. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est avec le sens de l'instant et du moment que nous avons pris la décision de censurer le gouvernement de Michel Barnier. Nous mesurons avec responsabilité la situation qui s'ouvre devant nous. Pour la première fois depuis 62 ans, un gouvernement a été censuré par le Parlement. C'est le signe que le pouvoir n'est plus à l'Élysée, qu'il est désormais à l'Assemblée nationale. Le président de la République devra en tenir compte. Nous disons aux Françaises et aux Français que cet exercice inhabituel de la censure est finalement la marque d'une démocratie parlementaire qui a repris le pouvoir. Cette situation d'un gouvernement qui tombe, ça peut arriver partout ailleurs. Ça arrive dans d'autres démocraties matures. Nous devons maintenant faire en sorte d'exercer nos responsabilités avec rigueur et avec sérieux. Ce qui s'ouvre devant nous, c'est finalement une période où nous allons devoir reconsidérer les positions des uns et des autres, faire preuve d'humilité, mais aussi nous engager vers l'alternance. Dans ce monde de l'après-censure, nous voulons aussi dire aux Français que nous savons inquiets, que nous sommes prêts à construire un autre chemin, une autre issue politique pour notre pays. C'est un point essentiel que nous voulons vous partager aujourd'hui. Nous souhaitons aujourd'hui, avec ce pouvoir, retrouver
du côté du Parlement, pouvoir construire des situations de dialogue, des situations de compromis avec toutes les forces du Front républicain qui sont aujourd'hui représentées à l'Assemblée nationale. Pas une aujourd'hui ne doit manquer dans ce dialogue qui est nécessaire pour construire aujourd'hui dans notre pays une alternative, une alternance. Et nous le savons, en tant que membres du groupe socialiste, nous sommes une force centrale aujourd'hui pour impulser une dynamique dans le travail parlementaire. Nous avons des propositions à faire, des propositions concrètes. Nous avons notamment, à travers des lois transpartisanes que nous portons au sein de notre groupe, beaucoup de messages à porter pour répondre à l'urgence du quotidien des Français, que ce soit sur les questions de l'accès aux soins, que ce soit sur les questions d'accès au logement, ou que ce soit encore sur la question du bien vieillir dans notre pays. Nous voulons réparer l'injustice, nous voulons réparer l'injustice sociale qui est grandissante dans notre pays, et nous sommes prêts à cette tâche. Est-ce que vous êtes en capacité de proposer un Premier ministre qui sait que voilà, vous venez d'être attaqué par la société civile? Est-ce que vous êtes capable de faire mieux? Ce que nous disons, c'est que la suite, elle doit s'écrire dans le cadre des institutions. Ces institutions, ce sont celles qui permettent la continuité de l'État, ce sont celles qui permettent qu'il y ait un budget pour la France, même si ça passe par une loi spéciale, c'est celles qui permettront demain à notre pays d'avancer. Nous sommes élus jusqu'au moins à l'été prochain. Cette situation doit nous imposer de trouver d'abord des accords au sein du Parlement. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'accord de non-censure. Ça doit être notre priorité première pour ne pas reproduire les erreurs du passé. La question qui se pose donc, c'est la question du projet partagé, la manière dont la gauche peut accéder au gouvernement, ce sera parce qu'elle aura su s'assurer des conditions d'une non-censure. C'est cela notre priorité. La question de l'incarnation s'imposera ensuite. Lucie Castet fait évidemment partie des hypothèses, mais ce n'est pas la seule qui est sur la table. Elle a d'ailleurs elle-même dit que ce n'était pas le préalable à tout ce que proposerait le nouveau Front populaire. Donc nous le redisons aujourd'hui, la question qui s'impose, c'est d'abord de se mettre autour de la table l'ensemble des groupes de l'arc républicain pour avancer et trouver le chemin de la non-censure. Je crois que j'ai été assez clair dans ma réponse. Merci à vous. Dans ce monde de l'après-censure, nous voulons aussi dire aux Français que nous savons inquiets, que nous sommes prêts à construire un autre chemin, une autre issue politique pour notre pays. C'est un point essentiel que nous voulons vous partager aujourd'hui. Nous souhaitons aujourd'hui, avec ce pouvoir retrouvé du côté du Parlement, pouvoir construire des situations de dialogue, des situations de compromis avec toutes les forces du Front républicain qui sont aujourd'hui représentées à l'Assemblée nationale. Pas une aujourd'hui ne doit manquer dans ce dialogue qui est nécessaire pour construire aujourd'hui dans notre pays une alternative, une alternance. Et nous le savons, en tant que membres du groupe socialiste, nous sommes une force centrale aujourd'hui pour impulser une dynamique dans le travail parlementaire. Nous avons des propositions à faire, des propositions concrètes. Nous avons notamment, à travers des lois transpartisanes que nous portons au sein de notre groupe, beaucoup de messages à porter pour répondre à l'urgence du quotidien des Français, que ce soit sur les questions de l'accès aux soins, que ce soit sur les questions d'accès au logement, que ce soit encore sur la question... Est-ce que vous êtes en capacité de proposer un Premier ministre? Vous savez que voilà, vous venez d'être moins attaqué par la société. Est-ce que vous êtes capable de faire le mieux? Ce que nous disons, c'est que la suite, elle doit s'écrire dans le cadre des institutions. Ces institutions, ce sont celles qui permettent la continuité de l'État, ce sont celles qui permettent qu'il y ait un budget pour la France, même si ça passe par une loi spéciale, c'est celles qui permettront demain à notre pays d'avancer. Nous sommes élus jusqu'au moins à l'été prochain. Cette situation doit nous imposer de trouver d'abord des accords au sein du Parlement. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'accord de non-censure. Ça doit être notre priorité première pour ne pas reproduire les erreurs du passé. La question qui se pose donc, c'est la question du projet partagé, la manière dont la gauche peut accéder au gouvernement, ce sera parce qu'elle aura su s'assurer des conditions d'une non-censure. C'est cela notre priorité. La question de l'incarnation s'imposera ensuite. Vous n'avez pas de candidat à Matignon, Lucie Castet par exemple? Lucie Castet fait évidemment partie des hypothèses, mais ce n'est pas la seule qui est sur la table. Elle a d'ailleurs elle-même dit que ce n'était pas le préalable à tout ce que proposerait le nouveau Front populaire. Donc nous le redisons aujourd'hui, la question qui s'impose, c'est d'abord de se mettre autour de la table l'ensemble des groupes de l'arc républicain
pour avancer et trouver le chemin de la non-censure. Et Bernard Cazeneuve, Pour nous construire autre chose, c'est avant tout s'appuyer sur le suffrage universel, sur le résultat des élections législatives qui avait placé en tête le nouveau Front populaire. Donc c'est incontournable aujourd'hui. Il faut un Premier ministre de gauche issu du nouveau Front populaire. C'est en tout cas ce que l'on porte. Parce qu'on estime que dans ce pays, il est possible de faire une autre politique, que cette politique a été mise en œuvre depuis, j'allais dire, très nombreuses années. Une politique qui permette de faire une transformation de la société et surtout, qui réponde aux attentes de la population. Quand on a une majorité dans un pays qui refuse, par exemple, la loi sur les retraites et qu'on piétine, on méprise la majorité du peuple, ça ne peut plus durer. Et je pourrais multiplier les exemples de ce genre. Je vais laisser la parole à mes collègues. Juste avant, M. Chassaigne. La coprésidente du groupe qui va s'exprimer. Juste une question pour vous, M. Chassaigne. Attendez, vous me permettez qu'on s'exprime d'abord. Ok. Moi, je voulais simplement dire que ce soir, c'est une décision que nous avons prise en responsabilité de voter cette motion de censure. Au cours des dernières heures, on a beaucoup entendu ceux qui s'accrochaient au gouvernement Barnier faire un mauvais procès, un coup de mensonge, dire que l'on préparait le chaos. Et c'est avec beaucoup de sérénité et en responsabilité qu'on a voté cette motion de censure, justement proposer autre chose aux Françaises et aux Français, parce qu'on croit qu'il y a une alternative possible, parce que nous rejetons la politique d'austérité, parce que nous rejetons la politique d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il faut être capable ce soir de dire que ce qui peut se préparer est quelque chose de meilleur, à condition qu'Emmanuel Macron accepte d'entendre la voix des urnes et la voix des Français. Maintenant, s'il y a des questions, tout à fait. Lucie Castet ou Bernard Cazeneuve pour Matignon? vous me demandez de choisir. Il n'est pas ici question de choisir qui sera le Premier ministre issu du Front populaire, le Premier ministre de gauche. Pour le moment, c'est sur un contenu. C'est-à-dire qu'on est capable de construire un pacte social, un pacte économique qui peut s'associer à ce pacte social, à ce pacte économique, et c'est ensuite que viendra le choix, je pense, et c'est la responsabilité du président de la République de nommer le Premier ministre. C'est bon? On passe au suivant. Suivant. Merci pour vos questions, qui sont nombreuses. De la gauche démocrate et républicaine à plusieurs voix. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette motion de censure, elle était inéluctable. Elle ne pouvait qu'arriver avec un gouvernement qui n'avait aucune légitimité tirée des élections, avec un Premier ministre qui, vaille que vaille, a fait son possible. Il était bien évident qu'il ne pouvait pas y avoir une autre sortie que celle-ci. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de construire autre chose. Pour nous construire autre chose, c'est avant tout s'appuyer sur le suffrage universel, sur le résultat des élections législatives qui avait placé en tête le nouveau Front populaire. Donc c'est incontournable aujourd'hui. Il faut un Premier ministre de gauche issu du nouveau Front populaire. C'est en tout cas ce que l'on porte, parce qu'on estime que dans ce pays, il est possible de faire une autre politique, que cette politique est mise en œuvre depuis, j'allais dire, de très nombreuses années. Une politique qui permette de faire une transformation de la société et surtout, qui réponde aux attentes de la population. Quand on a une majorité dans un pays qui refuse, par exemple, la loi sur les retraites et qu'on piétine, on méprise la majorité du peuple, ça ne peut plus durer. Et je pourrais multiplier les exemples de ce genre. Je vais laisser la parole à mes collègues du Front populaire, Emeline, la coprésidente du groupe, qui va s'exprimer. Attendez, vous permettez qu'on s'exprime d'abord. Moi, je voulais simplement dire que ce soir, c'est une décision que nous avons prise en responsabilité de voter cette motion de censure. Au cours des dernières heures, on a beaucoup entendu ceux qui s'accrochaient au gouvernement Barnier nous faire un mauvais procès à coups de mensonges,
nous dire que l'on préparait le chaos. Et c'est avec beaucoup de sérénité et en responsabilité qu'on a voté cette motion de censure pour justement proposer autre chose aux Françaises et aux Français, parce qu'on croit qu'il y a une alternative possible, parce que nous rejetons la politique d'austérité, parce que nous rejetons la politique d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il faut être capable ce soir de dire que ce qui peut se préparer est quelque chose de meilleur, à condition qu'Emmanuel Macron accepte d'entendre la voix des urnes et la voix des Français. Maintenant, s'il y a des questions, on va répondre à plusieurs fois. Vous me demandez de choisir. Il n'est pas ici question de choisir qui sera le Premier ministre issu du Front populaire, le Premier ministre de gauche. Pour le moment, c'est sur un contenu, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de construire un pacte social, un pacte économique, qui peut s'associer à ce pacte social, à ce pacte économique, et c'est ensuite que viendra le choix, je pense, et c'est la responsabilité du président de la République de nommer le Premier ministre. C'est bon ? On passe au suivant ? Ce soir, le gouvernement de Michel Barnier a été censuré. Il est tombé et je sais que les personnes souhaitent... Excuse-moi, la fatigue. Ce soir, le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Et j'ai conscience que dans de nombreuses maisons qui ont suivi toute la journée les débats, que ce soit à la télé, sur leur smartphone, à savoir ce qui allait se passer, eh bien, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude de se dire... De nouveau, la France est sans gouvernement. De nouveau, on a un budget dont on ne saura pas quand il sera adopté. Ce que je veux déjà leur dire, c'est que nous avons fait cette censure, mais en conscience et avec gravité. Nous avions conscience de ses conséquences. Et si nous l'avons fait, c'est que nous savons que nous pouvons proposer un autre chemin. Un chemin qui permet une plus grande stabilité, parce que la manière de gouverner de Michel Barnier, qui était d'outrepassé une Assemblée nationale qui aujourd'hui est incontournable, ne pouvait pas fonctionner. Nous savons qu'il faut proposer un autre chemin, parce que le chemin de Michel Barnier reposait sur une alliance avec l'extrême droite qui a comme seul calendrier politique ses affaires judiciaires. Le chemin que propose le groupe écologiste et social, c'est un chemin qui repose à la fois sur une clarté de fond. 11 propositions pour une feuille de route écologiste et sociale. Sur la question budgétaire, un budget avec de nouvelles ressources. Sur la question climatique, une loi de programmation cadre pour lutter contre le réchauffement climatique. Et bien évidemment sur la question de l'emploi et de l'augmentation des salaires et d'agir fermement face aux plans sociaux qui sont en train de se multiplier en France. Donc, le groupe écologiste et social a déjà une contribution de fond, parce que la question c'est: que va faire le futur gouvernement? La deuxième chose, c'est une méthode. Et cette méthode, c'est d'assumer le parlementarisme, à commencer par le fait de renoncer à l'utilisation du 49.3. L'utilisation du 49.3, c'est la garantie du respect du Parlement, c'est aussi la garantie de la stabilité gouvernementale, puisqu'aujourd'hui, un gouvernement qui voudra passer contre l'Assemblée nationale sera censuré. La deuxième chose, quand c'est une méthode parlementaire, c'est accepter de discuter. Et donc oui, nous mettons ces propositions pour construire avec les groupes qui sont républicains des majorités. Le nouveau Front populaire a su le faire sur un certain nombre de mesures dans le cadre du budget. Nous souhaitons que nous allions plus loin et que oui, nous montrions enfin que une politique aujourd'hui de gauche, écologiste, qui protège la santé, qui protège le pouvoir d'achat, qui protège les impacts du réchauffement climatique, elle peut avoir une majorité et perdurer dans le temps. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour être à la fois clair, cohérent, conforme à nos engagements auprès de nos électeurs pour une autre politique et tout à la fois avoir le dialogue nécessaire pour faire en sorte que cette politique advienne. Quel est votre candidat pour Matignon? Alors, la première chose, vous le savez, le nouveau Front populaire avait désigné une candidate, c'est Lucie Castet. Mais ce que nous a appris les discussions de ces derniers mois, c'est que la personne qui nomme le Premier ministre, c'est Emmanuel Macron. Ce que moi je vous dis en tant que présidente d'un groupe
parlementaire. Ce que disent l'ensemble de mes collègues qui sont membres du groupe écologiste et social, c'est que maintenant, nous devons changer de méthode. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire rentrer des ronds dans des carrés. La méthode de cet été, c'était l'imposition par le président d'un nom, et après on essayait de lui construire une coalition. Ce que nous disons, c'est que dans l'Assemblée telle qui est la nôtre, c'est l'inverse qui doit se produire. Nous devons discuter entre groupes parlementaires, nous mettre d'accord sur des lignes. Pour nous, c'est cette feuille de route de gauche et écologiste, et de là doit provenir le futur gouvernement qui, pour nous, devrait être légitimement un gouvernement de gauche. Alors, je sais que ça peut paraître étonnant, mais je viens de vous répondre. C'est-à-dire qu'à un moment, on a déjà fait cet été à jouer à Emmanuel Macron. D'ailleurs, on a vu ça a quand même globalement pas bien fonctionné. Donc oui, nous on propose autre chose. Ce qu'on dit, c'est qu'à force d'être obsédé par le qui, on en oublie le quoi. Et qu'on pense que la question du contenu, de la ligne gouvernementale, de qu'est-ce qu'on va faire pour répondre... Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Je rentre demain en Isère. J'ai 450 salariés qui risquent d'être licenciés par l'entreprise Vancorex. La question, c'est la nationalisation temporaire des activités, le temps de consolider la plateforme chimique. Je leur dis quoi? C'est ça, en fait, la question quand on est parlementaire. C'est comment on regarde dans les yeux nos électeurs, les habitants de nos circonscriptions, et qu'on répond concrètement à leurs questions. Sur l'hôpital, je leur dis quoi? Est-ce que je leur dis qu'on va couper le budget ou est-ce qu'on dit qu'on va l'augmenter? Donc je sais qu'il y a une obsession du qui. Eh bien moi, mon obsession, c'est pouvoir, quand je rentre en circonscription, avoir la tête haute et pouvoir répondre à mes électeurs que j'ai défendus et que la ligne que je défends et que nous défendrons à l'Assemblée dans les discussions avec l'ensemble des groupes parlementaires, elle peut les rendre fiers et qu'elle répond à leurs besoins prioritaires. Si Emmanuel Macron vous appelle et vous propose Bernard Cazeneuve, est-ce que vous lui répondez? Eh bien, je lui répondrai que le groupe écologiste et social a fait 11 propositions pour une feuille de route écologiste et sociale et que c'est sur cette base, uniquement, que nous déciderons. Donc oui ou non à Cazeneuve? Mais je vous le dis, c'est pas une question de non. Mais en fait, il va faire quoi? Très concret, c'est l'homme de gauche dans le non. Oui, mais moi, je vous prends l'autre exemple très concret. Que va-t-il faire en termes de moyens pour l'hôpital? Est-ce qu'il est d'accord pour faire un plan de recrutement de professeurs pour faire baisser le nombre des élèves par classe? Est-ce qu'il est d'accord pour faire la conférence sociale sur le financement des retraites et abroger la réforme des retraites? Qu'est-ce qu'il dit face aux plans sociaux qui sont en train de se multiplier partout en France? En fait, moi, je le dis, c'est stop aux ribambelles de non et à l'obsession de non. Je veux qu'on parle du fond et je veux qu'on soit extrêmement clair sur la ligne qui est défendue. Je ne refais pas le fiasco du gouvernement de Barnier où on a trouvé un non sans avoir de ligne politique. Merci. Ce soir, le gouvernement de Michel Barnier a été censuré. Il est tombé et je sais que les personnes souhaitent... Ce soir, le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Et j'ai conscience que dans de nombreuses maisons, on subit toute la journée les débats, que ce soit à la télé, sur leur smartphone, à savoir ce qui allait se passer. Eh bien, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude de se dire, de nouveau, la France est sans gouvernement. De nouveau, on a un budget dont on ne saura pas quand il sera adopté. Ce que je veux déjà leur dire, c'est que nous avons fait cette censure, mais en conscience et avec gravité. Nous avions conscience de ses conséquences. Et si nous l'avons fait, c'est que nous savons que nous pouvons proposer un autre chemin. Un chemin qui permet une plus grande stabilité, parce que la manière de gouverner de Michel Barnier, qui était outrepasser une Assemblée nationale qui aujourd'hui est incontournable, ne pouvait pas fonctionner. Nous avons proposé un autre chemin, parce que le chemin de Michel Barnier reposait sur une alliance avec l'extrême droite qui a comme seul calendrier politique ses affaires judiciaires. Le chemin que propose le groupe écologiste et social, c'est un chemin qui repose à la fois sur une clarté de fond. 11 propositions pour une feuille de route écologiste et sociale. Sur la question budgétaire, un budget avec de nouvelles ressources. Sur la question climatique, loi de programmation CAC pour lutter contre le réchauffement climatique. Et bien évidemment sur la question de l'emploi et de l'augmentation des salaires et d'agir fermement face aux plans sociaux qui sont en train de se multiplier. Le groupe écologiste et social a déjà une contribution de fond parce que la question c'est que va faire le futur gouvernement. La deuxième chose, c'est une méthode.
Et cette méthode, c'est d'assumer le parlementarisme, à commencer par le fait de renoncer à l'utilisation du 49.3. L'utilisation du 49.3, c'est la garantie du respect du Parlement, c'est aussi la garantie de la stabilité gouvernementale, puisqu'aujourd'hui, un gouvernement qui voudra passer contre l'Assemblée nationale sera censuré. La deuxième chose, quand c'est une méthode parlementaire, c'est accepter de discuter. Donc oui, nous mettons ces propositions pour construire avec les groupes qui sont républicains des majorités. Le nouveau Front populaire a su le faire sur un certain nombre de mesures dans le cadre du budget. Nous souhaitons que nous allions plus loin et que oui, nous montrions enfin que une politique aujourd'hui de gauche, écologiste, qui protège la santé, qui protège le pouvoir d'achat, qui protège les impacts du réchauffement climatique, elle peut avoir une majorité et perdurer dans le temps. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour être à la fois clair, cohérent, conforme à nos engagements auprès de nos électeurs pour une autre politique et tout à la fois avoir le dialogue nécessaire pour faire en sorte que cette politique advienne. Quel est votre candidat pour Matignon? La première chose, vous savez, le nouveau Front populaire avait désigné une candidate, c'est Lucie Castet. Et ce que nous a appris les discussions ces derniers mois, c'est que la personne qui nomme le Premier ministre, c'est Emmanuel Macron. Ce que moi je vous dis en tant que présidente d'un groupe parlementaire, ce que disent l'ensemble de mes collègues qui sont membres du groupe écologiste et social, c'est que maintenant, nous devons changer de méthode. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire rentrer des ronds dans des carrés. La méthode de cet été, c'était l'imposition par le président d'un nom, et après on essayait de lui construire une coalition. Ce que nous disons, c'est que dans l'Assemblée telle qui est la nôtre, c'est l'inverse qui doit se produire. Nous devons discuter entre groupes parlementaires, nous mettre d'accord sur des lignes. Pour nous, c'est cette feuille de route de gauche et écologiste, et de là doit provenir le futur gouvernement qui, pour nous, devrait être légitimement un gouvernement de gauche. Vous avez quelque chose ou pas? Je sais que ça peut paraître étonnant, mais les gens doivent vous répondre. C'est-à-dire qu'à un moment, on a déjà fait cet été à jouer à Emmanuel Macron. D'ailleurs, on a vu, ça a quand même globalement pas bien fonctionné. Donc oui, nous on propose autre chose. Ce qu'on dit, c'est qu'à force d'être obsédé par le qui, on en oublie le quoi. Et qu'on pense que la question du contenu, de la ligne gouvernementale, de qu'est-ce qu'on va faire pour répondre. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Je rentre demain en Isère. J'ai 450 salariés qui risquent d'être licenciés par l'entreprise. Si éventuellement la situation a été bloquée, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas pour le moment, il y a la possibilité d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau Premier ministre, et nous sommes dans une position constructive dans l'intérêt des Français. Mais si à un moment, le chaos qu'il a au final participé à mettre en place dans cette Assemblée nationale morcelée du fait d'un parti unique avec des alliances totalement folles allant de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez en passant par Édouard Philippe, il doit aussi assumer une part de responsabilité et à un moment se regarder dans la glace en se disant y a-t-il d'autres solutions? Aujourd'hui, on n'en est pas là et c'est le seul à pouvoir répondre à cette question. Justement, qui doit remplacer Michel Barnier d'après vous? Quel serait votre candidat idéal? Il n'y a pas de candidat idéal. Il y a aujourd'hui un candidat, une personnalité qui acceptera de rompre définitivement, de tourner la page du macronisme, d'éviter d'être à la main d'Emmanuel Macron et de changer d'un point de vue économique et sur la question du budget la vision macroniste que l'on a depuis plusieurs années, qui est de taxer toujours la France qui travaille, les retraités, plus d'impôts, augmenter le coût du travail. En gros, tout ce qu'il y avait aujourd'hui dans ce budget de monsieur Barnier. Et donc, il faut une personne qui respecte les groupes politiques, les différents groupes politiques, mais qui le convertit dans les actes. Il suffit pas simplement d'être poli, d'être agréable. Il faut, dans le budget, dans la conversion très concrète d'une politique publique et d'une vision, que cela respecte les classes populaires, les classes moyennes, les retraités et les entreprises, ce que n'a pas fait monsieur Barnier. Donc je vous dis, c'est la question non pas du casting, mais du cap, de la vision politique, de la direction politique. Il faut quand même que quelqu'un incarne. C'est quoi la suite, c'est quoi votre projet? L'économie française, un budget qui réduit enfin les déficits et qui dégraisse ce mammouth que l'on connaît bien en France. Et donc c'est cela à quoi on va s'atteler dans les prochains jours. Est-ce que le Premier ministre pourrait être monsieur Bardella? Mais nous avons jamais demandé à ce que le Premier ministre soit issu du Rassemblement national, parce que nous avons, à la différence du nouveau Front populaire, acté que même si nous étions le premier groupe de cette Assemblée nationale, même si nous avons acté que nous étions les plus nombreux en voix aujourd'hui,
nous n'avions pas une majorité qui nous permettait de mettre en place le programme politique qui est celui du Rassemblement national. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand nous avons échangé avec M. Barnier et que nous avons fixé les lignes rouges, il ne s'agissait pas du programme du Rassemblement national stricto sensu, il s'agissait de 10% seulement. Donc des demandes très raisonnables issues de notre contre-budget. Et donc c'est la raison pour laquelle nous étions dans une vision de co-construction et de compromis. Et ce que n'a pas voulu faire M. Barnier, qui s'est entêté à être à la main des macronistes, à la main d'Emmanuel Macron et à vouloir être dans la continuité de cette année, alors que les Français, lors des élections législatives, avaient envoyé un signal totalement inverse, une rupture après 7 ans en matière économique qui a fait du mal à ceux qui travaillent et à ceux qui payent chaque jour plus d'impôts, plus de taxes et qui attendaient qu'il y ait une vraie rupture. Je vous remercie. Bonne soirée. Bien, on l'a eu. Bravo. On fait le choix du désistement, on fait le choix de ne pas mettre en responsabilité le Rassemblement national sur la base des désistements républicains que nous avions appelés de nos voeux à ce moment-là. Eh bien, il faut que l'Assemblée nationale ressemble aussi, donne une suite à ce désistement républicain. Il faut que les forces républicaines, les sociodémocrates, les écologistes pour partie, ceux qui le souhaitent, la droite républicaine et évidemment le groupe central, eh bien, puissent travailler ensemble dans un esprit de stabilité qui est nécessaire aujourd'hui. C'est pas le nom qu'il faut lui donner. En tout cas, l'Assemblée nationale a besoin de retrouver de la stabilité. Parce que cette stabilité, elle est indispensable au bon fonctionnement du pays et à la place de la France en Europe dans un moment où les défis sont immenses. Et donc moi, je ne veux pas que l'on reste dans la main les uns et les autres du Rassemblement national d'un côté et de la France insoumise de l'autre, qui sont des partis populistes et qui tiennent la France en étau, en tenaille et qui abîment la démocratie française. Et donc les socialistes doivent s'affranchir de la tutelle de la France insoumise. Comme nous sommes capables aussi d'avoir mis de côté les insoumis, le Rassemblement national de l'autre, et moi je ne veux pas d'un gouvernement qui puisse devenir toutes ces Ce soir, quelle est votre réaction? C'est quoi? Une victoire? C'est le début de quelque chose? Expliquez-nous. La presse, c'est non, mais moi je ne ressens pas cela comme une victoire. Nous avons reçu, nous autres députés du Rassemblement national, un mandat de nos électeurs qui est un mandat de protection en quelque sorte. Nous sommes engagés à les protéger. Ce budget était une atteinte à leur pouvoir d'achat, une atteinte à leurs emplois, compte tenu des impôts qui ne pesaient pas seulement sur eux, mais aussi sur les entreprises. Et donc le fait que ce budget ne s'applique pas, que ce PLFSS ne s'applique pas, a évidemment des conséquences positives, je le crois, pour les Français. C'est la raison de notre décision. Il n'y a pas de quoi se réjouir tout particulièrement, même si quand on échappe à un budget toxique, voilà, on peut tout de même voir les choses avec plus de tranquillité d'esprit. Il y aura un Premier ministre demain, il y aura donc un nouveau Premier ministre demain. Enfin, tous les 4 à les prochains jours, il va probablement reproposer un budget. S'il repropose le même, qu'est-ce qui se passera? Ah bah, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Enfin, je ne crois pas que le Premier ministre qui sera nommé a le souhait de ne pas tenir compte peut-être des leçons de l'ancien. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État demain soir? Qu'est-ce que vous attendez? Le nom d'un Premier ministre. Voilà, je pense que plus un Premier ministre est nommé rapidement, plus il a la capacité de nommer son gouvernement rapidement, et plus nous pouvons nous remettre au travail, avec l'ensemble des forces d'ailleurs de l'Assemblée nationale, pour travailler à un compromis sur un projet de loi de finances de la Sécurité sociale et un projet de loi de finances. Il y a un nom, Marine Le Pen, compatible. Non, mais j'ai pas. Encore une fois, je ne suis pas présidente de la République. Ça, c'est la responsabilité du président de la République. Voilà. Les conditions, nous, que nous avons exprimées, enfin les souhaits que nous avons exprimés, sont les mêmes qu'au mois de juillet dernier, c'est-à-dire un Premier ministre qui tienne compte du fait qu'il n'est pas appuyé sur une majorité et qui doit donc tenir compte
tenir compte de l'ensemble des forces politiques pour, en quelque sorte, co-construire ce projet de loi de finances de la sécurité sociale et ce projet de loi de finances. Voilà. Parce que c'est la démocratie. Il y a des élections, c'est bien. De ces élections sortent des élus, c'est bien. Mais si ces élus, en réalité, ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés quand il n'y a pas de majorité, alors ça tourne vinaigre. Et c'est ce qui s'est passé avec cette motion de censure. Et il fallait pour ça mêler vos voix à celles de LFI ? Faites le calcul toute seule, mathématiquement, pour qu'une motion de censure soit votée, sauf à convaincre les députés macronistes de voter la motion de censure de M. Barnier, c'était difficile d'y arriver sinon. Si vous pouvez choisir quel nom. Merci. Merci beaucoup. Jordan Bardella et le nom que vous allez dire.